Mémoire des possibles, itinéraire d'une famille thune, c'est le titre du livre que l'on présente ce matin, écrit par notre chroniqueur communicant spécialiste des questions d'influence, Stéphane Attal. Bonjour. Bonjour. Et ravi de vous accueillir en studio ce matin. Alors c'est Merci. un livre sur la famille que vous nous présentez ce matin, un livre autobiographique qui parle de vos origines, qui évoque votre histoire, celle de vos grands-parents, de vos parents, des Juifs immigrés de Tunisie. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais savoir pourquoi ce livre. Est-ce que c'était une volonté de transmettre cette histoire, cet héritage à vos enfants et vos petits-enfants? Alors, je porte cette histoire en moi, évidemment, depuis ma naissance, puisque j'ai été bercé dans la légende familiale depuis tout petit. Un des cousins de ma mère dont je parle, là, qui s'appelle Jules Wacky, Ouais, qui est le fondateur de on va en parler. Tati, m'avait dit un jour, je devais avoir 15 ou 16 ans, ou un truc comme ça. J'étais le seul à avoir fait des études dans la famille, à faire des études, et il m'avait dit, ce sera à toi d'écrire l'histoire de la famille. Voilà. C'était il y a donc très très longtemps, Et c'est et resté. c'est resté comme ça, mais il y a eu un déclencheur. Il y a eu un double déclencheur. Il y a eu d'abord le Covid. J'ai été très durement frappé par le Covid. Et je me suis dit, il faut quand même que je laisse une trace Ouais. à ma famille, à mes enfants. Et puis la deuxième chose, le deuxième déclencheur, ça a été l'assassinat de Samuel Paty, où l'ensemble des médias ont assimilé immigration et terrorisme. Et j'ai trouvé ça insupportable. Parce que nous sommes des enfants d'immigrés. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Et très franchement, mes parents ont travaillé dur, ont galéré, ont rasé les murs pour réussir. Pour s'intégrer. C'était le mot. Non, le mot intégration n'existait pas. Mm. Le mot, c'était réussir. Voilà. Et réussir, moi, j'ai interprété ça comme remercier la République. Vraiment, rendre à la République ce qu'elle nous a permis de faire. Et je me suis dit, c'est pas possible, il faut que j'écrive. Et pour tout vous dire, j'ai écrit avec mes 2 pouces, que c'était des posts Facebook, Ah oui, d'accord. Ok. que j'ai écrit au fil du temps, un petit peu comme une série. Et ce sont les encouragements des gens sur Facebook et les commentaires absolument émouvants, bienveillants, qui m'ont poussé à en faire un livre. Alors tout le monde peut se reconnaître probablement aussi dans cette histoire de famille tunisienne, juive tunisienne. Alors c'est très intéressant, vous commencez par la base. Vos grands-parents Félix et Marie Usan, les parents de votre mère Viviane, Ouais. ils sont les premiers à quitter la Tunisie pour un futur meilleur, certainement, la France. Mais c'était sans compter sur l'antisémitisme nazi qui arrivait alors dans l'Hexagone et ils vont le vivre de plein fouet. Oui, c'était surtout d'abord sans compter sur le Front populaire. Oui. Parce que, en fait, mon grand-père était français du fait qu'il était légionnaire. Et il a utilisé cette nationalité française pour évidemment venir, comme vous le dites, chercher un meilleur futur à Paris. Et il s'est retrouvé serveur de nuit chez Chartier. Ma mère, qui était la plus jeune, et sa sœur immédiate ont été placées à l'assistance publique. Et ma grand-mère s'est retrouvée marchande de 4 saisons au Halles. C'était pas exactement ce qu'ils avaient L'idée, ce qui se envisagé faisait de la France. en Ouais. venant. Et comme vous le dites, très vite sont arrivées les années de guerre. Et ma mère, à l'âge de 7 ans ou 8 ans, s'est trouvée confrontée aux nazis, aux Ouais. Allemands. Et c'est terrible, vous dites que votre mère et ses frères et sœurs, je crois, portaient Et c'est l'étoile sûr, jaune. ouais. Les rafles commencent, 1942, année terrible pour les Juifs à Paris. Mais votre grand-mère, Marie, a la présence d'esprit à un moment de cacher ses enfants au cinéma. Oui, alors ça, c'est parce qu'elle avait, comme elle était marchande de 4 saisons, elle donnait des légumes en douce aux commissaires des halles. Elle travaillait dans les halles, et donc il y avait un commissariat. Et donc elle le nourrissait. Ouais. Mon grand-père était déjà parti pour essayer de faire passer la famille en zone libre. Et ce commissaire a prévenu ma grand-mère En lui disant que qu'il les y rafles allait allaient avoir commencer. Ouais. les rafles. Et c'était un mois avant la rafle du Veldiv. Et il lui avait dit une phrase qui restait dans la famille. Après, c'est une légende, donc je l'ai pas entendu moi-même, mais il lui avait dit: les Allemands sont très déterminés, mais ils sont bêtes. Ils raflent par arrondissement. Tu habites le 10e, ils habitaient rue de l'Échiquier. Va dans le 2e, c'est-à-dire Ouais. en face. Et en face, c'était le cinéma Le Rex. Et, Et donc pas de rafles dans le deuxième pas de arrondissement. rafle dans le 2e arrondissement. Et ils se sont cachés dans le cinéma. Et le directeur du cinéma a pris ma mère par la main, qui était toute petite.
il lui a montré ce que c'était que les coulisses de projection d'un film. Et ils sont restés pendant 48 heures enfermés dans le cinéma avant de repartir. Et vous le dites, pour ma grand-mère Marie, le cinéma était synonyme de sauvetage et de libération. Et d'ailleurs, l'amour du cinéma vous a suivi tout au long de votre vie. Ouais, c'est formidable. Alors, l'antisémitisme frappe la France, on l'a dit. Donc, l'objectif est de revenir en Tunisie un moment avec la famille qui pense en Tunisie que tout le monde est mort ou tout le monde a eu des problèmes. Et vous racontez cette histoire assez incroyable. Arrivé à Marseille, donc pour prendre le bateau vers la Tunisie, vos grands-parents ne pourront pas embarquer. Mais c'est finalement un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien puisque ce bateau a été bombardé sous leurs yeux. Incroyable. Et encore une fois, c'est ma mère avec ses yeux d'enfant qui nous a raconté cette histoire. Elle a vu d'abord le commandant de bord refuser l'accès à mes grands-parents de façon extrêmement brutale. Oui, elle a insisté pour monter. Il lui a dit non, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Il y a trop d'Allemands surtout. Ah ouais. Voilà. Vous ne pouvez pas. Et donc, ils ont été bombardés par les Anglais. Et finalement, ils parviennent quand même à revenir dans leur pays. Je crois quelques semaines plus tard, ils parviennent à prendre un bateau. Mais voilà, on imagine que le climat politique en Tunisie, qui se dégrade aussi fortement pour les Juifs à cette période, va pousser la famille et vos grands-parents à retourner en France après la guerre. Et c'est un peu ça que j'aime, moi, dans cette histoire. Ouais. C'est qu'en fait, il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de doute. Ils se sont dépêchés de revenir en France. Ils étaient totalement attirés par la République, en fait. Et que ce soit la famille de ma mère, dont on parle là, mais aussi la famille de mon père, via mon père lui-même, ils sont arrivés en France pour la famille de ma mère en 1946, je crois, et pour mon père en 1949. Bien qu'attachés à leurs racines tunisiennes. Il n'y a eu aucun doute sur le sujet, mais pour réussir, il fallait venir en France. Alors, vous évoquez la France du Faubourg Montmartre des années 50-60, une période de gloire pour vos grands-parents et notamment pour votre grand-mère Marie, qui gère un établissement dans le 9e arrondissement de Paris. Ouais. Et c'est l'occasion pour elle de fréquenter des artistes, des personnages importants. En fait, toute personne qui débarquait du Maghreb, que ce soit des gens, des Juifs d'Algérie ou des Juifs tunisiens, s'arrêtait chez elle. C'était le seul restaurant oriental chez Marie. Ouais. Et elle les servait à crédit, elle les nourrissait. Certains dormaient sur la banquette en Moleskine le temps de trouver un logement ou un travail, ou les deux. Et elle a comme ça construit des amitiés absolument incroyables, une fidélité à travers les âges. Et ce qui fait que quand elle est décédée, moi je ne l'ai pas connue, enfin, j'avais 1 an quand elle est décédée, la police, à qui elle donnait à manger aussi, a décidé de fermer la rue du Faubourg Montmartre pour accompagner à pied son cercueil jusqu'au cimetière de Pantin. Incroyable. Et c'est un destin invraisemblable, quoi. C'était une des premières femmes à travailler. Ouais. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, les femmes ne travaillaient pas. Ouais. Elle a toujours travaillé, elle a toujours aidé son mari. C'est une forte femme, elle était joueuse, elle allait aux courses avec ses copains du restaurant. Et elle a été honorée comme ça le jour de son enterrement. Et pour tout vous dire, j'ai juré à ma mère de toujours aller sur la tombe de ses parents à Rosh Hashanah. Alors la vie continue, vous naissez Stéphane en 1961, vous avez quand même beaucoup déménagé, c'est ce qu'on voit aussi dans ce livre, vous donnez beaucoup de noms de rues du 9e arrondissement, du 8e arrondissement, ce sont des épisodes qui vous ont marqué quand même, tous ces déménagements. Je voulais appeler ce livre, avant de trouver ce titre-là, je voulais l'appeler 36 rue de Courcelles. Parce que cette maison, cet appartement, est devenu l'épicentre de toute la famille. Mes parents avaient cette capacité absolument formidable, incroyable, de rassembler. Et comme ils avaient les mêmes cousins germains, par alliance familiale, ils n'étaient pas eux-mêmes cousins, mais ils avaient des cousins germains. Donc ça fait qu'il y avait énormément de monde dans la famille. Et comme tous ces gens-là arrivaient au fur et à mesure, soit dans le quartier, soit carrément à Paris, eh bien, ils se retrouvaient tous au 36 rue de Courcelles. Et donc, moi, j'ai vécu enfant et adolescent. La maison du bonheur. La maison du bonheur, incroyable. Toujours plein de gens, mais qui ne s'annonçaient pas.
On sonnait à la porte. Tiens, qui c'est? C'est un tel, c'est un tel. C'était une période absolument formidable. Alors, vous parlez par ailleurs, Stéphane, de vos difficultés à l'école, votre bégaiement notamment, une scolarité compliquée en primaire, 10 ans d'orthophonie et de sophrologie, hein, c'est ce que vous dites, Ouais. jusqu'à guérir à l'âge de 14 ans. À quoi étaient dues, selon vous, ces difficultés? Est-ce que vous avez trouvé peut-être une raison à ces problèmes? Alors, il y a une raison très jolie et une raison moins jolie. Ouais. La raison moins jolie, c'est que je suis gaucher et qu'à l'époque, on contrariait les gauchers. Et les instituteurs ont tout fait pour m'apprendre à écrire de la main droite, ce qui m'a un petit peu perturbé. Et la raison plus jolie, c'est que lorsque mes parents m'ont emmené chez le psychologue, Ouais. moi je me souviens de rien, hein, je vous raconte ce qu'on m'a raconté, il a interrogé mes parents et très très vite le thérapeute a dit à ma mère qu'elle pouvait rentrer chez elle, mais que par contre elle allait garder mon père un petit peu avec lui parce que en fait c'était pas un père, c'était une deuxième mère. Ah ouais. Mais c'est Et souvent le cas dans les cas de bégaiement, on accuse souvent les parents. ouais. Et en fait, je bégayais parce qu'il y avait trop d'amour. Et ce jour-là, en rentrant à la maison, je me suis pris la première paire de claques de ma vie, parce que mon père voulait affirmer son autorité. J'ai dû faire une bêtise, et ça, je me souviens de la claque. Et du coup, plus de bégaiement après? Bah si, mais mon père est devenu autoritaire à ce moment-là. Voilà. D'accord. Alors, vous parlez d'antisémitisme, hein, par ailleurs, déjà tout petit. À la fin des années 70, vous avez à peine 10 ans. Vous évoquez l'antisémitisme, notamment, qui vous frappe à l'école et qui poussera vos parents à vous inscrire aux EI, les éclaireurs israélites de France. Oui, pour tout vous dire, je vous ai dit au début de cette interview que ma mère rasait les murs. On n'était absolument pas pratiquants. Oui, vous dites à un moment un mariage, un samedi matin, je crois quand votre mère veut récupérer une ketouba Ouais. en France. Oui. Mes parents se sont mariés un samedi matin, C'est ça. en secret, à la mairie, et se sont mariés religieusement juste avant ma bar mitzvah. Donc, Ouais. 13 ans après, 14 ans après. Et c'était quoi votre question? Et Pardon. ma question, c'était donc l'antisémitisme qui vous frappe à Ouais. l'école et donc votre mère qui vous pousse à vous inscrire Ouais. aux EI dans des environnements juifs. J'ai 8 ans et je me fais traiter de sale juif dans la cour, mais je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Mais je sens que c'est pas bien. Je sens que c'est pas bien du tout, donc je saute sur mon petit camarade et je le massacre. Il me massacre. Je sors de là, un œil au beurre noir, les vêtements déchirés, etc. Et donc mes parents sont convoqués par le directeur. Et j'entends encore le directeur dire, vous savez, madame, on ne peut rien faire parce que son adversaire est un fils d'avocat. Et là, ma mère a dit, c'est pas possible, on va l'inscrire aux EI. Voilà. Alors, on ne veut pas non plus vous transformer en rabbin. Il y en a déjà trop dans la famille. Je crois que c'est ce que dit votre maman. Et Ouais. c'est étonnant, je ne sais pas, vous êtes de la famille de l'ancien grand rabbin de France, hein, de mémoire béni, Joseph Citruc. Absolument. Il était le cousin germain de mon père et le cousin germain de ma mère. Il faisait partie de ce socle commun Ouais. parce que sa maman était la sœur de ma grand-mère Marie et son papa était le frère de ma grand-mère paternelle. Oui, il y a des photos de Joseph Citruc petit, justement, Ouais, enfant, ouais. dans le On était livre. très proches. Beaucoup de personnalités dans votre famille. Également, vous en parliez au début de cet entretien. Jules Wacky, votre oncle, le fondateur des magasins Tati. Tati. Pas Touati. C'est le cousin germain de ma mère aussi. Sa mère était la sœur aînée de Marie, de ma grand-mère. Une fierté dans la famille, évidemment. Une fierté, une légende. Et il nous a fait. D'abord, moi, j'ai eu une relation très spéciale avec lui parce que j'ai travaillé chez Tati quand je faisais mes stages d'études. Et il me disait toujours, je ne veux pas que tu restes, je veux que tu sortes, je veux que tu ailles ailleurs, parce qu'il faisait travailler toute la famille. Ouais. Mais c'était des gens, il faisait travailler tous les gens qui n'avaient pas de boulot ou qui ne faisaient pas d'études. Donc moi, comme je faisais des études, il fallait absolument pas que j'y travaille. Et c'était un homme extraordinaire. Et on a observé plutôt que participé d'ailleurs, à la création de cette légende. Qui demeure aujourd'hui. Très, très grande fierté. Alors, vous prenez conscience de votre judéité aussi, ça c'est intéressant, je voulais y revenir. Je crois véritablement en 1967, pendant la guerre des 6 jours, c'est là que vous entendez pour la première fois parler de sionisme dans votre famille. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'être juif, finalement, ça nous pousse aussi à nous intéresser à la politique, à ce qui se passe dans le monde. Et c'est aussi pour ça que vous faites ce travail aujourd'hui, peut-être, Stéphane. Le fait d'être juif, c'est un déclencheur d'intérêt politique. Absolument, parce que, en fait, j'ai vu tous mes cousins, les Citruc, revenir
Moi, j'étais en vacances à Nice chez mes grands-parents et je les ai vus revenir d'Israël. Et ils étaient partis après la guerre des 6 jours. C'était leur premier voyage. Ouais. Et je me rappelle avoir entendu que la sœur du grand rabbin Sitruk, Sylvia, avait envoyé un télégramme à ses parents pour les rassurer pendant la guerre des 6 jours, avec un seul mot, extra. Voilà. Genre, rassurez-vous, on s'éclate. C'était quand même la guerre. Ouais. C'était... C'est voilà. toujours le cas aujourd'hui. Hein. Et du coup, je me dis, mais c'est quoi Israël? Et comme nous habitions à Nice chez ma tante et mon oncle qui étaient rabbins, j'ai commencé c'est un éveil. Voilà, c'est un éveil, mais un éveil, vous avez raison, c'est un éveil événementiel et non pas traditionnel. Merci beaucoup Stéphane Attal Merci à d'avoir vous. répondu à nos questions. Mémoire des possibles itinéraires d'une famille thune aux éditions Transmettre. Et par ailleurs, juste pour terminer, quand on s'est rencontrés la première fois, vous m'aviez parlé de la mort, hein, malheureusement, de votre meilleur ami Berto Taïeb, qui est décédé l'année dernière de la Covid-19. Et c'est justement aussi le moyen de lui rendre hommage, lui Absolument. qui était aussi d'origine tunisienne. Hein. Il Ouais. était d'origine tunisienne et donc ce livre lui est dédié, ainsi qu'à la personne qui a découvert ce titre, Mémoire des possibles, qui est le grand rabbin de France, Raïm Corsia. Merci beaucoup Stéphane Attal et on vous retrouve le mardi matin à 7h10 À sur mardi. Radio J.